Alors bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de simplicité volontaire. J'ai trouvé que c'était un sujet intéressant parce que il touche à la vie extérieure, mais il prend ses racines dans la vie intérieure, dans une prise de conscience par rapport à la façon dont on vit en général. Et j'aimerais bien mettre un grain de sel essénien dedans. Donc je vais vous donner un point de vue essénien sur la simplicité volontaire et peut-être que ça enrichira la réflexion, le débat. Alors une fois n'est pas coutume, on va commencer avec quelque chose de pas très agréable. Euh, la simplicité volontaire, elle apparaît beaucoup en Amérique du Nord face à quelque chose. C'est une réaction. La simplicité volontaire, c'est une réaction face à notre mode de vie aujourd'hui. Donc le mode de vie qu'on a aujourd'hui, on peut utiliser l'adjectif de consumérisme. Le consumérisme, ça veut dire que la vie entière tourne autour de la consommation et que la consommation, c'est une façon de vivre. Et j'ai trouvé une petite vidéo qui montre un peu les extrémités dans lesquelles on est rendu à cause du consumérisme, à cause d'une façon de penser. Et on ne va pas le regarder entier, juste on va mettre le début et la fin. C'est-à-dire que toute notre société s'est organisée à partir d'une façon de voir la vie, à partir d'une façon de voir les choses. Et pour dire que ce n'est pas une question de philosophie ou d'attitude de vie, c'est que ça impacte les êtres vivants. Ça impacte les végétaux, ça impacte les minéraux, ça impacte les océans, ça impacte les forêts, ça impacte les êtres humains, les sociétés, les familles. Le consumérisme, c'est une façon de voir la vie et qui a pour objectif qu'on puisse consommer un maximum de choses pour répondre à des besoins. Et donc, nous, la plupart d'entre nous, on est simplement des consommateurs, on vit notre vie, mais il faut savoir qu'il y a des êtres, les êtres humains les plus intelligents, les plus éduqués, les plus diplômés, passent leur vie à essayer d'améliorer le rendement de la nature, de la terre, de la société, des êtres humains, même notre propre rendement à nous. Il y a des êtres qui sont diplômés de Harvard et tout ça, et qui réfléchissent, qui se mettent au service de grandes sociétés pour savoir comment améliorer la consommation et diminuer les coûts, par exemple. Donc vous voyez ici dans cette usine où on transforme du poulet, pour qu'on ait du poulet dans nos supermarchés pas cher, pour qu'on puisse aller au McDonald's avoir des hamburgers de poulet toujours moins chers, moins chers, moins chers, eh bien, vous voyez comment ça impacte les humains, parce que finalement, le travail des humains, le temps des humains, l'énergie créative des humains, elle est mise en boîte et eux-mêmes deviennent un instrument de cette chaîne à cause de la façon de vivre du consumérisme. Donc le rapport qu'on a avec la nature, avec les animaux, avec l'autre, elle est complètement conditionnée maintenant et la plupart d'entre nous, on vit de ça. Donc on est par exemple, moi si je vais au McDonald's acheter du poulet pas cher, très peu cher même, pour en manger, pour le donner à ma famille et mes enfants, j'impacte ces êtres-là qui travaillent. Et j'impacte bien sûr les poulets, l'environnement. Donc ici on a les vaches qui sont sur leur tourniquet, qui sont elles sont traites par des machines, elles sont évaluées. Ça veut dire que la qualité de leur lait est évaluée par une machine qui calcule leur taux de gras dans leur lait à elles. Comme ça, on peut faire des ajustements sur leur nourriture. Tout est fait par informatique. Ces vaches n'ont aucun contact avec les êtres humains. Et dès que leur rendement diminue, d'une façon qui est calculée par des gens très très intelligents, par des calculs scientifiques, eh bien elles vont à l'abattoir pour faire de la viande pas chère. Donc ça veut dire que notre relation au monde est complètement conditionnée par ça. Et nous, en bout de chaîne, par exemple, ce qu'on va voir, c'est le prix du lait. Le prix du lait, c'est un sujet de société important. Donc là, c'est des exemples qui tournent essentiellement autour des animaux. Et finalement, tout ça, ça se résume à ce que nous, on connaît en tant que consommateurs. C'est le Costco, c'est les grands supermarchés, c'est ces endroits où on peut avoir de tout dans des quantités importantes. Et en Amérique du Nord, on est quand même les champions. On arrive à consommer beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pourrait ou ce qu'on devrait. Et donc, bien sûr, la simplicité volontaire, elle s'oppose, elle est une réaction à ce qu'on voit ici.
à la façon d'organiser le travail, de penser le temps, de penser l'argent, de penser nos besoins. Et on voit donc qu'on se met à produire des matières premières, de la nourriture très peu chère, pour pouvoir manger un type d'aliment qui est préparé par l'industrie agroalimentaire, qui ne correspond même pas à nos besoins réels. Et on est obligé de développer maintenant des techniques médicales, donc de concevoir la santé, pas dans la simplicité volontaire. La santé elle-même se développe autour des besoins, par exemple pour opérer ce monsieur parce qu'il ne s'en sort plus de son obésité. Donc la simplicité volontaire est une réaction à la façon qu'on a de vivre aujourd'hui. Et là-dessus, les Esséniens, ils ont quelque chose à dire. Je voulais rajouter aussi quelques chiffres. Par exemple, aujourd'hui, là, le jour où on est, j'ai des statistiques uniquement pour les États-Unis, donc on peut multiplier avec l'Europe entière, la Chine, tous les pays. Des bouteilles en plastique, il y en a 576 millions qui ont été utilisées aujourd'hui et jetées. Et les petites canettes en métal, là, pour des bières ou des liqueurs, ou des sodas, il y en a 305 millions qui ont été jetés aujourd'hui. Et puis, les vols domestiques, les vols des avions en domestique aux États-Unis, donc qui vont relier Atlanta à Los Angeles et tout ça, là. Il y a du personnel de bord à l'intérieur qui nous distribue à boire, à manger, des petites cacahuètes, tout ça. Eh bien, aujourd'hui, ils ont distribué 4 millions de gobelets en plastique pour qu'on puisse boire une gorgée d'eau, et ils sont jetés, ces gobelets en plastique sont jetés. Donc aujourd'hui, rien que dans les avions intérieurs des États-Unis, on ne parle pas des lignes internationales et puis tout ça, hein, c'est 4 millions de petits verres en plastique. Aujourd'hui aux États-Unis, il y a toutes les chaînes de transport comme DHL, Purolator, tout ça, hein, UPS, tout ça, là, qui transportent 4 millions de colis urgents. Ça, c'est juste les colis par avion. Ce n'est pas les colis sur Terre, c'est les colis par avion. Hein, nous, on commande sur Internet, ben, il faut nous livrer, puis c'est urgent. Donc en avion, vous savez que les avions, ça pollue beaucoup avec le kérosène quand même. Hein. Aujourd'hui, les Américains ont jeté à la poubelle 16 millions de piles électriques vides. 16 millions, aujourd'hui, juste aujourd'hui. Et aujourd'hui, les Américains ont jeté à la poubelle 425 000 téléphones cellulaires qui ne fonctionnent plus. 425 000. Les fumeurs américains ont jeté 800 millions de mégots de cigarettes. 800 millions. Oh, juste aujourd'hui. C'est effrayant, hein. Les Américains, aujourd'hui, ils ont reçu dans leur boîte aux lettres 286 millions de prospectus, de pamphlets, de petits catalogues, de dépliants publicitaires, parce que les tomates sont en spécial au supermarché du coin. 286 millions qui sont imprimés chaque jour et jetés. Dans les bureaux aux États-Unis, on consomme chaque jour 4 milliards 320 millions de feuilles de papier. 4 milliards de feuilles de papier par jour. C'est des arbres. Et aujourd'hui, pour se déplacer à l'intérieur du pays, les Américains vont brûler 1 milliard 417 millions de litres d'essence en une journée. Et puis vous savez, tous les petits voyants électriques qu'on a sur nos télécommandes, sur les appareils, sur les grille-pains, sur nos télévisions, les ordinateurs, tout ça. Eh bien, ça consomme de l'électricité en fait, tout le temps. La nuit, quand vous vous levez, chez vous, il y a des petits voyants allumés, tout ça. Ça consomme de l'électricité. Eh bien, aux États-Unis, c'est 460 millions de kilowatts par jour, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'une ville au Brésil qui compterait 180 000 habitants. Donc les Américains, rien que les petits voyants qui restent allumés pour rien, hein, les petits cossins, les bébelles, tout ça, ça consomme autant d'électricité qu'une ville de presque 200 000 habitants au Brésil. Et ça, ce n'est pas l'électricité qu'ils utilisent, c'est de l'électricité inutile. Donc chaque jour, les États-Unis débarquent 76 000 conteneurs des grands bateaux qui ont été transportés sur l'océan avec beaucoup d'essence et tout, avec toutes les bébelles qui viennent de Chine, tout ça. Et puis bien sûr, la maîtrise du pétrole, qui est à la base de beaucoup de matériaux qu'on utilise et tout ça, elle est un enjeu politique et économique important. Donc les États-Unis font des guerres
pour maintenir leur pouvoir, leur contrôle sur les pays. Et par exemple, la guerre en Irak, elle coûte 300 millions de dollars par jour. Rien que la guerre en Irak. Donc ça veut dire que le consumérisme, la société de consommation, cette façon de voir la vie, de voir nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on est, vous voyez les conséquences que ça a. Et tout ça, ça a une seule origine, c'est l'homme, finalement. Pas autre chose. Et donc, c'est là-dessus que le regard essénien est intéressant parce que les Esséniens ont une connaissance de l'être humain qui est particulière et qui pourrait vraiment, qui enrichit la réflexion sur la simplicité volontaire et qui pourrait peut-être la mener à un autre niveau. Donc, moi j'aime beaucoup la roue médecine des Esséniens parce que c'est une façon de décrire l'être humain qui peut nous permettre de comprendre même des choses comme la simplicité volontaire, toutes sortes de choses. Donc on décrit l'être humain comme un cercle. Bien sûr, on n'est pas tous des barbapapas ou des boules, hein, on est des êtres humains, mais parce que ça va être plus facile de placer certaines choses. Le cercle le plus extérieur d'un être humain, c'est son corps physique. Et bien sûr, à l'intérieur de son corps physique, il y a des choses. Il y a ce qu'il veut, il y a ce qu'il sent, il y a ce qu'il pense, il y a ce qu'il croit, et ainsi de suite. À l'intérieur d'un être humain, il y a toutes ces choses-là. Et tout ça, chacun de nous, on est un mélange unique, hein, une petite mayonnaise maison avec des proportions variées de toutes ces choses-là mélangées. Et pour un Essénien, au centre de chaque être, il y a le divin. Il y a une étincelle divine à l'intérieur de chaque être, mais vous voyez qu'elle est au centre, c'est-à-dire qu'elle est très profonde. Et entre le corps physique et puis le divin à l'intérieur de nous, il y a plein de voiles, de sas, d'étapes, de choses subtiles, hein. Donc, l'accès au divin à l'intérieur de nous-mêmes, il passe par des étapes qui souvent brouillent les cartes et qui font qu'on n'a pas spontanément, naturellement, totalement accès au divin à l'intérieur. On l'a, mais pas forcément aussi facilement. Et donc, la façon dont on est élevé aujourd'hui, on ne met pas du tout l'emphase sur ces choses à l'intérieur de nous, hein. On nous parle beaucoup de notre corps physique. On est énormément concentré sur le corps physique. Quand un bébé naît, ce qu'on veut tout de suite et ce qui est le plus important, c'est de sauver son corps physique. Quand une personne meurt, avant qu'une personne meure, on va maintenir son corps à bout de bras et à tout prix. Vous allez dans les résidences de personnes âgées où des gens n'ont plus du tout conscience de qui ils sont. Ils ont des dégénérescences cérébrales avancées et on les maintient à tout prix. On va leur prendre leur niveau de glycémie, on prend leur tension artérielle, on va leur donner des médicaments, alors qu'ils ne sont que des coquilles vides, ils sont devenus que des corps. Parce que dans notre façon de voir, le corps est la chose la plus importante. Donc finalement, le reste, on le laisse au psychologue, par exemple. On va dire, oui, on a des émotions, on a une activité mentale, c'est la santé mentale. Bon. Mais finalement, c'est quasiment secondaire, hein. Donc le corps physique, c'est le centre de toutes les attentions. Et on est élevé comme ça. Et du coup, finalement, la conscience qu'on a de nous-mêmes, elle devient un petit peu comme ça. Notre corps devient le centre de toutes nos attentions. Et on néglige beaucoup l'intérieur. Beaucoup, beaucoup. Donc finalement, comme on n'a pas assez conscience et puis comme on n'a pas assez de vie intérieure, ça a pour conséquence que notre vie intérieure, elle est très largement remplacée par une vie intérieure collective. C'est-à-dire que vous avez une vie intérieure. Chacun de nous, on a une vie intérieure propre, bien sûr. Mais la façon dont la société est organisée, c'est que notre vie intérieure, elle est largement collective et elle est remplacée par des choses organisées par... j'ai mis là des exemples, par exemple notre nationalité. Le sens d'appartenir à un pays, ça fait qu'on sent et on pense de la même façon ensemble. Nos valeurs, il y a des choses qu'on pense et qu'on croit parce que c'est accepté dans notre société. On fonctionne comme ça. Vous voyez, en Arabie Saoudite, les femmes viennent juste d'avoir l'autorisation de conduire, mais il y a 5 ans, elles n'avaient pas le droit de conduire et puis c'était généralement accepté et ça paraissait probablement normal à tout le monde. Et probablement que ça prendra encore quelques années pour que vraiment la plupart des femmes d'Arabie Saoudite se sentent à l'aise de conduire. Je pense que
Celles qui conduisent aujourd'hui, c'est un peu des pionnières, hein, elles se sentent un peu des provocatrices, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'un habitant d'Arabie Saoudite est différent de nous? Non. Mais ça veut dire que sa vie intérieure, elle est modelée par ce grand cercle rouge que j'ai représenté ici, qui est une vie intérieure collective, inconsciente. Euh, on va dire que c'est notre époque. On ne pense pas aujourd'hui de la même manière que nos grands-mères, nos grands-pères. Ils avaient certaines valeurs, certaines croyances, certaines choses qui étaient acceptables, pas acceptables. Il n'y a pas si longtemps que ça en Europe, divorcer, c'était très très mal vu, ça ne se faisait pas. Et même il y avait une pression sociale pour que les femmes endurent des situations épouvantables plutôt que de divorcer, parce que vraiment ça ne se faisait pas. Donc ça veut dire que le cœur, les sentiments humains étaient remplacés par une conscience collective de la société qui les empêchait de se dire ben oui, c'est évident, tu ne peux pas rester avec cet homme, il est toxique pour toi. On était capable de remplacer notre cœur, nos sentiments, par une croyance collective. On va dire que c'est la réalité. Quand on se parle entre nous, ou alors tiens, quand on voyage, on rencontre des gens qui vivent dans d'autres réalités, qui sont des fois assez dérangeantes, surprenantes. Ils vont faire des choses qui, par exemple en Inde, on sait qu'il manque des millions de filles, de femmes. Parce que depuis des années, les femmes, quand elles accouchent, si c'est une fille, dans certains milieux sociaux et dans beaucoup de milieux sociaux et beaucoup d'endroits, les bébés naissants, filles, sont enterrés sous la terre ou sont jetés dans les puits. Et c'est accepté par la société, c'est voulu par la société, c'est comme un accord. Donc ça veut dire que ça va jusque-là. Une femme, elle va être capable de tenir son bébé naissant dans ses bras et de voir que c'est une fille et de se sentir déprimée, désespérée et triste d'avoir une fille. Parce que c'est une fille. Et se sentir fière parce que c'est un garçon. Ça veut dire que le sentiment qu'elle a ne vient pas d'elle, il vient du monde dans lequel elle vit et la société dans laquelle elle vit. Alors je vous prends des exemples intenses, mais on n'est pas différents. Nous-mêmes, on a des sentiments et on a des pensées et des croyances qui ne sont pas de nous. Et la roue médecine essénienne vous montre clairement comment l'individu il est absorbé par sa société et que finalement, la liberté qu'on lui laisse, c'est son corps physique, c'est peut-être ses désirs. Est-ce qu'il préfère le shampoing tel après-shampoing, tel après-shampoing? Est-ce que tu préfères avoir les cheveux rouges ou bleus? Parce que dans notre société, tu peux teindre les cheveux comme tu veux. Est-ce que tu veux mettre une jupe longue ou courte? Dans notre société, tu as le droit. On va lui laisser ce genre de liberté. Par contre, à l'intérieur, il y a plein de choses auxquelles on pourrait avoir accès, mais on n'y a pas accès parce que ce n'est pas permis, ce n'est pas possible. Dans le consensus général de notre monde, c'est comme ça. Ou bien on t'a éduqué quand tu étais enfant pour te dire que les scientifiques ont dit que, donc ça veut dire que c'est comme ça. Tu ne peux pas sentir autre chose. Par exemple, on t'a dit que les êtres vivants, c'était les animaux et les humains, que les plantes étaient peut-être un petit peu vivantes, mais c'est tout, et que les pierres n'étaient pas vivantes. On nous a présenté le monde comme ça. On commence à dire que les animaux ont une intelligence et une sensibilité, mais c'est vraiment récent. Hein. Donc, notre identité, notre réelle conscience de nous-mêmes, elle est usurpée par tout un monde qui vit, qui est global et qui est inconscient. Finalement, ce monde nous modèle au point qu'on perçoit le temps d'après ce monde-là. Par exemple, nous, on est au printemps. Le printemps, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il fait plus chaud, puis qu'on va aller acheter nos choses pour la maison pour l'été, on va acheter un nouveau parasol, puis on va vivre le printemps et l'été de la façon dont notre société le vit, et pas forcément dans un rapport réel avec la nature. L'actualité, par exemple, il se passe des choses dans le monde aujourd'hui. Vous le savez parce que vous l'avez entendu à la radio, dans votre photo ce matin. Et vous savez que votre collègue de travail, elle le sait aussi. Vous ne vous posez même pas la question. Elle sait qui est le président américain, vous le savez aussi. Tout le monde doit le savoir, non? Si quelqu'un ne le sait pas, ça vous paraît bizarre. Ok? Donc l'actualité, ce qui se passe dans le monde, on nous dit qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'on doit savoir. Ce n'est pas nous qui le vivons, c'est qu'on nous le dit. Et peut-être que dans notre vie, il se passe des choses importantes en ce moment même, mais qu'on ne s'en rend pas compte parce que ce n'est pas l'actualité. Nous, on pense que l'actualité, c'est ce qui se passe à la télévision.
Et peut-être que ce qu'on nous montre à la télévision, dans le fond, ne nous concerne pas vraiment. Et la géographie aussi, la façon de nous percevoir dans l'espace, puis la politique, bien sûr. Finalement, on est tellement conditionné par ce système qu'on en fait partie avec les autres. Donc là, je vous ai mis les petits cercles foncés, ce sont des humains. Hein, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est l'ensemble de notre société. Et vous voyez, ce grand cercle rouge, c'est notre pays, notre culture, l'Amérique du Nord ou l'Occident. Des fois, on dit l'Occident hein, par rapport à des pays, par exemple les pays musulmans, des pays asiatiques qui sont très différents de nous. Alors nous, on s'identifie Europe, Amérique du Nord, on est l'Occident. Okay, donc on est, par exemple, des consuméristes, on consomme beaucoup. Et vous voyez, ce cercle rouge, je l'ai séparé de l'univers et la réalité, et en bas de la nature et de la réalité. Ça veut dire que, du point de vue essénien, les humains ont fabriqué une bulle complètement artificielle dans laquelle ils vivent, et où nous, chacun de nous dans notre vie, on fait partie, on s'est greffé là-dessus, et on bénéficie de ce système. Par exemple, moi j'ai des ordinateurs, j'ai un téléphone portable, je bénéficie de tout ça, et j'y participe. Je travaille, je paye mes taxes, je fonctionne comme la société veut que je fonctionne. Donc finalement, ce monde artificiel qu'on appelle civilisation, notre civilisation, ça devient une sorte d'énorme matrice que nous, on alimente tout le temps et qui nous alimente en échange. J'ai pris un exemple flagrant, c'est que moi, quand j'étais enfant, je croyais que le monde était comme ça. C'est-à-dire que je croyais qu'il y avait des lignes, des couleurs et des noms de pays et que c'était vraiment comme ça. J'avais des cartes de géographie dans ma chambre et puis j'en étais persuadé. Et même le pôle sud, il était un petit peu divisé dans des zones. Il y avait la zone française et tout ça. Et puis aussi, quand j'étais à l'école, moi, on m'apprenait que je faisais partie du monde développé. J'habitais un pays développé. Et il y avait des pays sous-développés, qu'on appelait le tiers-monde. Et on m'avait dit qu'il y a aussi des pays qui étaient en voie de développement. Ils étaient sur la bonne voie. Ils allaient bientôt devenir comme nous, s'ils travaillaient bien. Ils auraient de la chance. Ils allaient enfin pouvoir accéder à notre niveau de développement. Et on m'avait expliqué que plus on se développait, plus on vivait vieux. Moins les bébés mouraient jeunes, c'était mieux. Plus il y avait d'égalité homme-femme et tout ça. Et donc je pensais que le monde était comme ça, que moi j'étais en haut et puis que les autres, ils allaient travailler, et puis qu'à un moment donné, tout le monde vivrait de la même façon comme moi je vivais. Et puis aussi, pour ceux qui l'ont connu, c'est qu'il y avait le bloc communiste. Vous vous souvenez du bloc communiste? Et donc je me souviens, là c'est gris, mais moi, nous on était en bleu et les autres ils étaient en rouge sur les cartes. Donc bleu c'était nous les Européens, les Américains, et puis en rouge c'était les autres. Et on m'avait dit qu'il y avait un rideau de fer, et puis les gens étaient enfermés derrière. Et puis quand le rideau de fer est tombé, moi j'étais sur le mur de Berlin en 1989, hein. J'ai cassé le mur de Berlin avec des marteaux. Et puis je me suis rendu compte que de l'autre côté, il y avait des gens qui vivaient, qui faisaient des fêtes d'anniversaire, des Noëls, qui avaient des enfants, une famille et tout ça. Alors il y avait des trucs qui étaient moins bien, hein, je dis pas, mais ils n'étaient pas tous habillés en gris, en uniforme, derrière un mur de fer, comme on me l'avait raconté. Et donc on m'avait dit, c'est ça qu'il y avait, tout ça c'était les pays communistes, et puis que nous on était en bleu, puis eux ils étaient en rouge. Et ça a modelé ma façon de voir le monde, complètement. Vraiment. Ça a remplacé, c'est rentré à l'intérieur de moi, et je pensais de cette façon-là, j'avais des croyances, je sentais de cette façon-là. Et par exemple, si quelqu'un me disait, je viens de Pologne, ça faisait partie des pays communistes, moi je me disais, oh le pauvre, c'est terrible, hein. J'avais de la peine et de la pitié pour lui, de la compassion. Et oui. Peut-être que si j'avais habité en Pologne, j'aurais trouvé que c'était moins bien que la France, hein, je ne dis pas. Hein. Mais disons que j'avais des pensées, des sentiments qui venaient de cette façon-là de voir le monde. Et vous voyez, quand je vous ai montré les pays sous-développés, il y en a qui ont même eu des désirs par rapport à cette carte. Ils se sont engagés pour aller en Afrique sauver les bébés noirs. Et les vacciner, par exemple,
pour les aider, pour les sauver, ou les aider à augmenter leur rendement agricole et tout ça. Donc, cette façon de voir le monde, ce n'est pas un détail. Ça modèle complètement qui on est, beaucoup, beaucoup plus qu'on pense. Et en réalité, le monde, il est comme ça. Mais ça, je m'en suis aperçu plus tard. J'ai vu une carte comme ça un jour. Vous savez, quand on a commencé à faire les photos satellites, on a commencé à faire les premières cartes de la Terre complète. Et c'est vachement plus beau, non? Mais en fait, elle est comme ça, la Terre. C'est une vision de l'esprit de croire qu'il y a des pays. Nous, on croit qu'on habite au Canada, qu'on habite en France, qu'on habite au Cameroun. Mais le Cameroun n'existe pas. Il n'existe pas, le Cameroun. Il existe dans la tête des humains qui y croient. Donc, si on décide tous ensemble que le Canada n'existe pas, il n'existe pas. On est juste sur la Terre, c'est tout. On fabrique des choses. On a ce pouvoir-là, nous les humains. Donc finalement, notre monde artificiel, notre civilisation, du point de vue essénien, c'est une absence d'intelligence. Alors que nous, la façon dont on nous a éduqués, c'est que l'humain est le must, le best de la création. C'est lui qui a l'intelligence. Nous, on est les cerveaux sur la Terre et le reste de la création, c'est du hasard. En tout cas, moi, j'ai été éduqué comme ça dans mon école. Il y a eu la création du monde par le Big Bang. Puis après, il y a eu des acides aminés qui se sont associés pour faire des protéines. Puis les protéines se sont associées pour créer des petites cellules. Puis les cellules, toute l'évolution de la création. Et donc, nous, on a des cerveaux et puis on fabrique des iPhones, des satellites et on va sur la Lune. C'est carrément, on est le sommet. Eh bien, du point de vue essénien, l'univers est intelligent. La Terre et la nature sont intelligents. Et l'humanité, il y a une absence d'intelligence. Comment elle se voit? Elle se voit par ce qu'on fait. La finalité de ce qu'on appelle notre civilisation, c'est quoi? C'est le consumérisme. C'est d'acheter, c'est d'utiliser, de vivre et de mourir, en consommant entre les deux. Donc ce monde artificiel, il mène à une absence d'intelligence chez les hommes, parce qu'en nous empêchant de vivre avec la nature, avec l'univers, on perd notre intelligence. Les humains qui vivent beaucoup plus proches de la nature ont une intelligence naturelle qui leur vient de la nature. Quand on nous l'enlève, on devient moins intelligent. Prenez un humain maintenant et mettez-le dans la nature. Vous avez ce programme, la Men versus Wild, seul contre la nature. Vous avez un homme là qui se fait mettre dans la nature, puis il doit se nourrir, il doit allumer du feu. Mais nous, là, prenez-nous, mettez-nous dans la nature, on ne sait rien faire. On ne connaît pas les saisons, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut planter, cultiver, récolter. On ne sait pas conserver la nourriture. Il y a plein de choses qu'on a appris avec la nature qu'on perd complètement. C'est la destruction des êtres humains, comme on a vu dans la vidéo d'introduction, cette façon de voir le monde détruit complètement l'être humain dans ses sentiments, dans ses rapports avec les animaux, avec les plantes, avec les forêts. Sa sensibilité naturelle est perdue et on voit nos sociétés qui, le tissu, on appelle ça le tissu social, ça veut dire les liens naturels entre les humains, est en train de fondre à vitesse grand V, ça disparaît. Il faut qu'il y ait de plus en plus de lois et de règlements pour équilibrer, contrebalancer la perte de lien social, qui est dramatique. Et puis bien sûr, c'est un gaspillage des ressources, alors là, phénoménal. Phénoménal. C'est pas drôle, je suis désolé ce dont on parle, là, mais bon. La roue médecine des Esséniens nous montre qu'on a le corps physique, on l'a. On a tout un monde qui s'en occupe. On a du chauffage, des maisons, des moyens de transport, des aliments, des vitamines, des médicaments, beaucoup de choses. L'intérieur, déjà beaucoup moins. Est-ce qu'on t'a appris à t'occuper de tes désirs, de ton cœur, de tes sentiments, de tes pensées? On t'a plutôt dit que les pensées, c'était des réactions biochimiques du corps, puis que si tu avais un problème, tu allais voir le psychiatre, à la limite, mais c'est tout. On te laisse t'arranger avec ça, puis... Et puis, plus profond que ça, j'ai mis une grosse croix rouge, c'est que c'est une terre inconnue. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, on n'en parle pas, ce n'est pas exploré, on ne nous apprend pas du tout à rentrer à l'intérieur de nous pour essayer de percevoir ce qui se passe dans les couches profondes de notre être. Et donc finalement, comme on n'a pas cette ressource intérieure, cette force intérieure qui vient de ces couches profondes,
on est obligé d'aller, puisqu'on ne peut pas aller vers l'intérieur, on est obligé d'aller vers où pour se chercher? Vers l'extérieur. Et on cherche systématiquement à l'extérieur des choses qui peuvent nous parler de nous-mêmes, de qui on est, qu'est-ce qu'on n'aime pas, avec qui on aime être, avec qui on n'aime pas être, pour essayer de se connaître soi-même. Comme si je vous enlève la vue, qu'est-ce que vous allez faire automatiquement? Vous allez tendre les mains pour essayer de voir où vous êtes. Vous voyez? Si on vous enlève un sens, vous allez en développer un autre pour compenser. Et donc, on va chercher à l'extérieur quelque chose qui peut nous dire qu'on existe. Parce que le sentiment d'existence ne vient quasiment jamais de l'intérieur. Donc on va le chercher à l'extérieur pour essayer d'avoir un peu de matière, de sentiment. Par exemple, on veut des choses qui vont... vous voyez, je l'ai mis de l'extérieur du corps physique, mais c'est même pour les sentiments, même les pensées. On va chercher dans notre pensée quelque chose qui nous fait penser. Par exemple, le savoir, la connaissance. C'est super excitant d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, parce que du coup, on se sent penser. Ça y est, on pense. Mais on a besoin que l'extérieur nous donne des pensées. Les sentiments, c'est pareil. Par exemple, toute l'industrie du divertissement en musique, en jeux vidéo, en films, en séries, en émissions télévisées, c'est aussi pour nous permettre d'avoir des sentiments. On est ému, hein, il y a des talk shows américains, des téléréalités, on va avoir des émotions, on est content, on est triste, on a de la peine pour une personne, on va ressentir de l'empathie pour quelque chose de dramatique qui se passe dans le monde. Et comme de cette façon, on va aller chercher à l'extérieur quelque chose qui fait que notre cœur est actif et qu'on se sent vivant et exister parce qu'on a des émotions et des sentiments. Donc, tout un monde extérieur est autour de nous en permanence pour nous animer. Vous prenez des jeunes qui sont habitués maintenant aux trucs électroniques, au téléphone permanent, vous les envoyez 2 semaines dans la nature sans connexion, sans Wi-Fi, sans rien, et ils vont vouloir se pendre. Hein. Probablement. Parce qu'ils sont tellement habitués à être en interaction avec l'extérieur que... Pas que des jeunes d'ailleurs, hein, mais bon, je prends des exemples faciles. Il y a des enfants qui sont tellement habitués à voir la télé tout le temps que quand il n'y a plus de télévision, ben, ils ne savent plus quoi faire. Mais vraiment, hein. Ils se demandent qu'est-ce qui va se passer parce qu'ils n'ont jamais vécu sans. Les enseignants enseignent que l'homme, il a 4 expressions fondamentales de sa vie qui sont comme 4 accomplissements, 4 épanouissements, 4 choses fondamentales. La première, je vais en parler, bon, je ne vais pas en parler trop en détail dans cette conférence, mais le travail, la santé, mais on pourrait élargir, hein, je prends les mots simples, la famille, la communauté, ton environnement, tes relations, ton entourage. Donc j'ai mis communauté au sens large. L'énergie créatrice, je pourrais dire aussi l'argent, ton pouvoir créateur, ton pouvoir d'action. Donc ce que tu prends comme argent, par exemple, ce que tu gagnes comme argent, ce que tu dépenses, ta capacité d'action sur le monde. Donc ça, ce sont 4 choses absolument fondamentales. Maintenant, on va les voir en situation de consumérisme. Vous vous souvenez, je vous ai dit, l'être humain, il est coupé de lui-même à l'intérieur. Donc, il n'a pas accès au divin à l'intérieur, à son être profond, par exemple, à sa conscience, à son âme, où il y a très peu accès. J'ai mis, bon, j'exagère, hein, je schématise, j'ai mis une grosse croix rouge. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont accès à une vie intérieure. Mais quand même, pour me faire comprendre, j'exagère un petit peu. Si on n'a pas suffisamment accès à notre vie intérieure, à qui on est en profondeur, on va aller chercher vers l'extérieur de quoi se sentir exister dans ces domaines. Et il y a quelque chose, par exemple, dans la santé, tiens, on va prendre la santé. Il y a quelque chose qui se met entre toi et la santé, hop, il y a quelque chose qui se glisse, et ce sont des besoins. Parce qu'en réalité, la santé, ce n'est pas quelque chose... tu n'as besoin de rien pour la santé. Mais nous, on construit un monde qui fait que la santé coûte cher, nécessite beaucoup de choses, c'est compliqué. Il y a des pays qui sont pauvres et sous-développés qui n'ont pas la santé.
Quand je vous ai dit que l'école m'avait modelé ma vision du monde, moi je pensais que les pays sous-développés, les gens mouraient très jeunes, étaient tous malades et qu'ils n'avaient rien du tout. C'est quand je suis allé en Afrique que j'ai enlevé mes œillères ou mes lunettes de soleil et que je me suis rendu compte qu'on m'avait raconté n'importe quoi dans les écoles en France. On m'avait fabriqué une vision du monde pour que je fasse tourner la machine. J'ai trouvé des gens sûrement plus heureux que moi, qui avaient beaucoup moins de savoir et qui n'en avaient pas besoin, qui vivaient très bien comme ils étaient, où ils étaient, qui vivaient leur vie et que moi j'avais besoin de beaucoup de choses à l'extérieur. Donc les besoins s'interposent entre nous et nos épanouissements possibles, l'expression possible de notre vie. Je prends des exemples concrets. Alors vous avez là en haut une publicité pour une célèbre enseigne de Leroy Merlin. C'est une chaîne française de magasins de bricolage. Au Québec, c'est Rona par exemple. Donc, ils ont pris cette photo avec un petit enfant dans un lit, un paysage des Alpes, probablement une montagne enneigée, des fleurs, et ils disent, vous voulez une maison où l'air est plus sain, et nous aussi. Donc, ça veut dire que si tu veux une maison où l'air est sain, il faut que tu aies quelque chose, parce que sinon, tu ne peux pas l'avoir. Il faut que tu ailles au magasin, acheter ce qu'il faut pour avoir de l'air normal. C'est incroyable, hein? Bon, c'est des exemples, mais il y en a plein, hein? Plein. Et puis j'ai pris cette photo aussi, donc c'est une famille qui peut-être a loué un espace dans un parc national parce qu'elle va passer une fin de semaine dans la nature, elle plante une tente, donc ils passent un moment ensemble, du temps en famille. Donc pour passer du temps en famille dans la nature, pour se ressourcer, ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin d'une tente. Et puis, ils ont besoin qu'on leur dise « Oui, vous pouvez partir en week-end. » Sinon, ils ne peuvent pas. Ils ont besoin qu'on leur dise « Ça, c'est le week-end. » C'est pas, le week-end, tu ne peux pas partir jeudi et vendredi. Tu dois partir samedi et dimanche parce que c'est les jours, c'est le temps qu'on te donne qui est là. Vous voyez? Ce qu'on veut vivre parce qu'on en a besoin à l'intérieur, on est tellement habitué à être conditionné qu'on ne peut pas l'avoir là où on est comme on est. Il faut nécessairement qu'on fasse des choses pour l'avoir. Donc, je caricature, hein, mais vous imaginez la famille, ils se sont équipés. Donc, la fin de semaine précédente, ils ont dû aller chercher une tente. Donc, il a fallu la magasiner, comparer les prix, regarder les tailles, les qualités. Maintenant, il faut payer. Donc, il a fallu travailler pour avoir de l'argent, puis il faut la payer. Ou alors on la met sur la carte de crédit avec des taux d'intérêt pour avoir la tente. Il faut acheter des sacs de couchage, il faut acheter des oreillers, il faut acheter un petit truc, il faut acheter des bébelles, des lumières. Hein, alors finalement la voiture, vous l'imaginez pactée? Il a fallu se coucher tôt, il faut se lever tôt le matin. Donc il faut réveiller les enfants, il faut déjeuner. Il y en a un qui pleure, il ne veut pas partir. Finalement, on doit rouler des heures, donc il faut quoi? Il faut des routes, il faut de l'essence, il faut un GPS. On arrive au parc. Hein? On paye le parc. On nous dit qu'on peut se mettre là. Tu ne peux pas te mettre où tu veux, tu dois te mettre ici. C'est là ton endroit. Donc après, tu prends ton guide, tu as les sentiers, tu vas aller pouvoir faire des sentiers. Tu as un sentier, tu dois faire ça. Vous imaginez le... Et c'est à ce prix-là que tu peux passer un moment en famille dans la nature avec tes enfants. Et avoir des souvenirs et passer du temps de qualité. Mais ça a un prix. Ça a un prix à payer. Et il y a des conditions pour le faire. Donc les besoins s'interposent et finalement, on en arrive à utiliser tout le temps le verbe avoir et finalement le verbe être qui vient de l'intérieur, qui est un état naturel. L'être fait que les choses débordent de toi et elles sortent de toi vers les autres. Par exemple, tu es la santé et tu la donnes autour de toi, à travers des regards, à travers des gestes, à travers des comportements.
Tu es la santé, par exemple, pour la nature. Nous, on amène la maladie dans la santé. Donc, il faut faire l'écologie pour enrayer le problème, par exemple. Donc, il faut avoir la santé. Puis, il faut avoir un travail. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres conférences, en Égypte, le mot travail n'existe pas. Pour dire que quelqu'un travaille, on dit qu'il est lumineux. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Bah, tu vas dire, moi, je suis lumineux quand je suis à mon bureau, je fais du secrétariat. Et quand je fais du secrétariat, je suis lumineux. Ça veut dire que c'est mon travail. Pourquoi tu es lumineux? Parce que tu es. Et comme tu es, de toi émane quelque chose. Ok? Nous, on nous fait croire qu'il faut avoir un travail, que ça se gagne, qu'il y a des conditions. Ok? Mais normalement, tu n'as pas à avoir un travail. Ta propre existence est une source d'énergie pour tout le monde. Ton talent, il s'exprime naturellement. Alors l'argent, c'est énorme, bien sûr. L'énergie créatrice, il faut en avoir beaucoup. Puis il faut travailler fort pour la gagner. Et une famille, c'est compliqué. Une communauté, très compliqué. Donc l'être est complètement mis au second rang et on doit avoir tout. On doit le gagner, puis on doit travailler fort pour le conserver. Alors il y a des photographes qui ont fait cet exercice de demander à des gens de conserver leurs emballages pendant 1 an ou 2. Et après, ils les ont pris en photo. C'est vrai, hein, c'est pas un montage ou c'est pas artificiel. Ils ont conservé les emballages d'une salle de bain avec donc la laveuse, la sécheuse, la lessive. Le shampoing, l'après-shampoing, l'après-shampoing, l'après-après-shampoing, l'antipelliculaire, le avant-shampoing, le truc pour frotter la peau pour enlever les peaux mortes, les hydratants, les surhydratants, les déshydratants, les peaux sèches, peaux grasses, tout ça. Et voilà, donc ça prend beaucoup de choses. Hein. Et donc finalement, pour être, par exemple, propre, eh bien, il faut avoir beaucoup de choses pour être propre. Mais si tu as beaucoup de choses pour être propre, tu vas perdre de vue que la propreté, c'est un état intérieur. Parce que jamais tu vas pouvoir être en contact avec toi-même et te sentir propre. Et tu ne vas pas faire cette expérience de vie. Par contre, L'Oréal, tout ça, ils vont te vendre des shampoings, des produits. Et regardez qu'est-ce qu'ils mettent beaucoup dans leur publicité, sur leurs emballages, c'est pureté, nature. Ils vont utiliser un vocabulaire pour te donner l'impression que tu as tout ça. Et les senteurs aussi, hein, les parfums. Donc ils ont fait la même chose avec cette fille qui a conservé ses emballages de lait dans sa cuisine. Donc, pour boire du lait, eh ben, il faut... on se retrouve avec tout ça après, on ne sait plus quoi en faire. Juste parce qu'elle a fait quoi, cette fille, dans la vie? Elle a bu du lait. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Comment t'en es arrivée là? Ben, j'ai bu du lait tous les matins. Donc là, on a un fumeur dans sa voiture, bien sûr, avec ses paquets de cigarettes de plusieurs années. Et là, on a un couple qui mange des plats tout prêts, hein, des plats déjà préparés dans des emballages. Et donc là, ils ont gardé leur emballage et ils sont dans leur salon. Et donc, pourquoi il y a tout ça? Mais parce qu'ils ont mangé. Et j'ai beaucoup aimé ces logos de célèbres marques qui sont détournés et qui parlent un peu du sens de la vie dans une société consumériste. Il faut que tu travailles, il faut que tu achètes, il faut que tu consommes, puis après tu vas mourir. C'est ça que ça veut dire. Parce que finalement, quand tu as des choses à l'extérieur, on voit ça dans les catastrophes naturelles. Vous avez déjà vu des émissions, c'est terrible. Hein. Les gens reviennent une fois que l'incendie est passé. Hein, les incendies qu'il y a eu en Californie, c'est atroce. Les gens reviennent devant leur maison et il ne reste rien. Hein. Rien, rien, rien. C'est super difficile, super triste. Hein. J'ai pris 2 exemples. Là, une tempête aux États-Unis en haut, je pense que c'est en Floride. On devrait se poser la question sur qu'est-ce que c'est être et qu'est-ce que c'est avoir. Parce que finalement, quand tu perds ça,
On dit souvent, hein, j'ai tout perdu. Hein, ils ont tout perdu dans l'ouragan. C'est vrai, je ne suis pas en train de dire que si je perdais ma maison, ça serait facile. Hein. Mais quand même, on devrait faire la part des choses et puis pas forcément dire qu'on a tout perdu. Pour un Essénien, la source de l'existence, c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu lointain, abstrait, qu'on ne sait pas ce que c'est. C'est une essence de l'être à l'intérieur qui fait que quand il est là, eh bien on a tout. Et quand il n'est pas là, qu'on n'y a pas accès, eh bien finalement on n'a rien. Donc, Dieu, c'est l'être à l'intérieur, qui fait que quand tu l'as, tu peux avoir des choses à l'extérieur parce que avant d'avoir, tu es. Et donc, tu vas avoir des choses que tu es. Tu vas avoir une vie extérieure qui correspond à ce que tu es. Donc, naturellement, il va y avoir une cohérence entre ce que tu es et ce que tu as. La vie va t'amener tout ce dont tu as besoin parce que ça correspond à ce que tu es. Tu n'as pas, toi, besoin d'aller à l'extérieur chercher quelque chose pour te remplir. Donc, vous voyez, la simplicité volontaire, souvent, ce que les gens vont dire, c'est qu'il faut diminuer notre consommation de choses, continuer à utiliser un objet qui est vieux sans nécessairement le changer. Hein. On veut comme essayer de simplifier notre vie. Du point de vue essénien, c'est un départ intéressant, mais c'est pas forcément là qu'on peut commencer. Parce que il y a à l'intérieur de nous des choses qui ne sont pas nous et qui sont inutiles. Donc oui, on a des bibelots, des objets chez nous, plein de choses dont on n'a pas forcément besoin, qui viennent de la société de consommation, qui nous font acheter toujours plus. Mais à l'intérieur de nous, il y a des choses complètement inutiles qui sont en trop. Et elles sont plus graves que nos choses extérieures. Donc, pour pratiquer la simplicité volontaire, il faut avant tout faire le ménage à l'intérieur de soi-même. Je vous ai pris quelques exemples. Par exemple, tu as des croyances. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir ces croyances-là? Est-ce qu'elles sont utiles dans ta vie? Ou est-ce que tu ne sais même pas que c'est des croyances qu'on t'a implantées? Tu as des pensées. Souvent, nos pensées ne sont que des préoccupations. Ce ne sont pas des vraies pensées. Ce sont des préoccupations. Qui t'a mis ces préoccupations? Est-ce que ce sont les tiennes? Est-ce qu'elles sont utiles dans ta vie? Est-ce qu'elles te font fonctionner? Est-ce qu'elles te font avancer? Ou est-ce que tu as des préoccupations qu'on t'a mis? Par exemple, moi j'entends souvent des personnes qui parlent de sujets de société, d'actualité. Hein, en ce moment, on parle beaucoup de tel sujet. Eh bien, les gens en parlent entre eux, ça les préoccupe. Ils ont une opinion, ils donnent leur opinion et tout ça. Mais est-ce que ça te concerne vraiment? Est-ce que tu n'es pas en train de te charger de quelque chose d'extérieur qui vit après à l'intérieur de toi, mais qui n'est pas toi? De la même façon que tu peux avoir des objets qui rentrent dans ta maison, mais en fait, tu n'en as pas besoin. Cette simplicité volontaire-là, elle est plus importante parce qu'elle est à l'origine de la surconsommation à l'extérieur. Par exemple, si tu es préoccupé par ton apparence physique, que tu vieillis, ça te préoccupe. Et oui, mais il y a des gens pour qui ça devient important. Au point que s'il y a une crème qui leur promet d'avoir une plus belle peau, ils vont dépenser de l'énergie créatrice pour l'avoir. Donc ils vont financer un laboratoire, une grande marque de cosmétiques, des chercheurs, des expériences sur les animaux, l'exploitation de ressources naturelles, l'huile d'argan. Ah, c'est la mode de l'huile d'argan par exemple. On va se mettre à aller acheter toute l'huile d'argan qu'il y a au Maroc. On va complètement déséquilibrer la société. On va déséquilibrer les forêts pour des produits. Donc vous voyez comment une préoccupation qui est à l'intérieur de toi, qui n'est pas la tienne, peut avoir des conséquences sur les orang-outans en Indonésie. C'est fou, non? Ou va donner de la force aux États-Unis pour qu'ils continuent à faire la guerre dans un pays pour contrôler le pétrole parce que toi, tu es préoccupé par quelque chose chez toi et puis tu veux continuer à en avoir. Dans tes sentiments, tu dois toujours te demander, est-ce que c'est vraiment mon sentiment? C'est drôle hein, de dire ça, mais je vous assure, souvent on a des émotions qui ne sont pas les nôtres ou qui
qui n'ont pas de rapport avec notre vie. Comme je vous prenais l'exemple de l'industrie du divertissement, pour un synonyme de divertissement, c'est décentrage. D'ailleurs, le mot divertir, c'est sortir de ta vertu. La vertu en latin, c'est ton centre, c'est qui tu es. Donc quand tu te divertis, tu te dévertues, tu te décentres. Donc tout Hollywood, l'industrie, la télévision, Internet, tout ça, le divertissement, c'est un décentrage. Pourquoi? Parce que, regardez, le rond gris que je vous ai fait au milieu avec la croix rouge, il y a un tel vide et une telle absence à l'intérieur qu'on est obligé d'aller chercher à l'extérieur des émotions, des sentiments. Quand on a une vie plate qui est monotone, on a besoin de regarder une série, télé ou un film qui va nous faire avoir un petit peu de sentiments. Mais finalement, ils ne sont pas les nôtres. Donc ça, ce n'est pas de la simplicité volontaire, on se complique la vie. Est-ce que tes désirs sont réels? Il y a une bonne technique en simplicité volontaire, ils enseignent que quand tu veux acheter quelque chose, ne l'achète jamais au moment où tu le veux. Donne-toi toujours plusieurs jours et tu vas voir que souvent, finalement, tu ne l'achètes pas. Les magasins, ils le savent, ils veulent absolument, on appelle ça des achats d'impulsion. Ils veulent que vous touchiez l'objet et ils vont toujours s'arranger dans les magasins pour que vous mettiez la main sur les objets parce qu'ils savent qu'une fois qu'il y a un contact physique, il y a de grandes chances pour que vous l'achetiez. Et ils savent qu'une fois que vous l'avez acheté, il y a de grandes chances pour que vous le gardiez. C'est pour ça que souvent ils vont vous dire oui, vous pouvez le ramener si finalement vous changez d'idée, parce qu'ils savent qu'en pourcentage, il y a peu de gens qui ramènent les objets. Donc les achats d'impulsion sont importants. Donc une des règles de la simplicité volontaire, avant d'acheter quelque chose, attends 2, 3, 4 jours. Souvent tu vas voir que en fait tu n'en as pas besoin. C'est fou, hein? C'est valable pour des désirs d'achat, mais c'est valable pour toutes sortes de désirs. Et ton corps physique finalement, est-ce que c'est le tien? Ou est-ce que tu l'as juste pour un temps? Est-ce qu'il n'appartient pas à la nature aussi? Est-ce que tu le partages avec la nature ou pas? La nature, elle a son mot à dire normalement dans l'existence de ton corps, puisque c'est elle qui le fait et il vit avec. Toi, tu l'as complètement extrait de la nature et tu fais ce que tu veux avec. Tu penses que c'est à toi. Tu penses que tes désirs sont à toi et que tu peux faire ce que tu veux avec. Ça, c'est pas de la simplicité volontaire parce que tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, dont tu n'as pas besoin nécessairement en absolu de posséder. J'ai fait un cercle avec deux choses. Vous voyez, je vous ai mis intérieur, extérieur. C'est comme deux aspects de la vie. Ce qui vient du centre, c'est un bonheur gratuit. Il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de rien d'ailleurs. C'est un bonheur. Ça vient du centre. Ce qui vient de l'extérieur, c'est toujours conditionnel. Conditionnel au temps, conditionnel à des choses, il y a des conditions. Donc du coup, tu es obligé d'aller vers l'extérieur pour remplir ces conditions. Le monde extérieur ne nous appartient pas. La seule chose qui t'appartient avec certitude, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Rien à l'extérieur ne t'appartient, c'est une vision de l'esprit. Vous savez, quand je vous ai montré la carte du monde avec les lignes des pays, c'est une vue de l'esprit, c'est une façon de voir les choses. Si tu crois que ta maison, c'est à toi, et que ton terrain avec ton jardin, c'est le tien, tu te trompes. C'est une convention sociale entre nous en ce moment. Qu'est-ce qui à long terme, c'est pas à toi. Et d'ailleurs, ça t'appartient même pas, ça appartient à l'univers et à la Terre. Ta voiture, est-ce qu'elle t'appartient? Parce que Ford ou General Motors t'ont fait croire que ta voiture était à toi, ils t'ont donné une clé. Tu crois que le métal est à toi? Le métal est à la nature. Le plastique, c'est du pétrole, c'est à la nature, c'est pas à toi. Donc ça pourrait faire du bien de se recentrer en se disant qu'est-ce qui est extérieur à moi puis qu'est-ce qui est intérieur. Qu'est-ce qui est vraiment moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ne cherche pas à maîtriser le monde extérieur parce qu'en le faisant, tu vas engendrer des catastrophes. Ton intérieur t'a été donné comme un jardin, un royaume. Connais-toi toi-même et demeure en toi-même. Reste en toi-même. Tu seras toujours heureux. Et tu auras tout ce qu'il te faut dans la vie. Ça ne veut pas dire que tu as rien.
que tu renonces, puis que tu marches pieds nus dans les rues. Hein. Mais ça veut dire que tu auras réellement les choses, parce que tu les auras à l'intérieur, et l'extérieur ne sera juste que pour l'utiliser. Mais il correspondra à qui tu es et à ce que tu fais. Sache ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. C'est fondamental, non? C'est fondamental. Et même, l'enseignement essénien dit, sache ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, ta voiture, ta maison, ton jardin, à l'intérieur, mais à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de toi. Sache, est-ce que cette pensée m'appartient? Pourquoi je me mets à penser à ça? Pourquoi ça me préoccupe? Je la fais tourner dans ma tête. Est-ce que ça me concerne vraiment? C'est vraiment à moi ou quoi? Est-ce que ce sentiment est à moi? Est-ce qu'il me concerne vraiment? Fais le tri. Pratique la simplicité volontaire à l'extérieur, mais aussi sois sobre à l'intérieur de toi-même. N'aie pas de sentiments inutiles. N'aie pas de désir inutile. N'aie pas de pensée inutile. Tu alourdis ta vie, puis celle des autres. À l'extérieur comme à l'intérieur, sache ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Tu vas voir que tu vas simplifier la vie des gens même autour de toi. Tu vas pouvoir leur remettre ce qui leur appartient et garder ce qui te concerne et ce qui t'appartient à toi. Mais ça, c'est une façon de vivre. C'est une pratique permanente, une façon d'être au monde. Et donc les Esséniens, ils condensent tout ce que je viens de vous expliquer dans une phrase qui est une des règles, vous l'aurez à la fin de cette vidéo pour ceux qui nous regardent sur Internet. Il y a des règles qui nous viennent de l'eau, de l'élément eau. Et une de ces règles, c'est celle que je vous ai écrite ici. Ne cherche pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile, ce dont tu n'as pas besoin, ce qui ne t'appartient pas. La façon la plus primaire de comprendre, ça pourrait dire, bah oui, si y a quelque chose qui est à mon voisin, c'est pas à moi, donc il ne faut pas que j'essaye de l'avoir. Sinon, ça va faire des problèmes. Mais vous voyez avec ce que je vous ai expliqué que c'est beaucoup plus large que ça. Tu dois toujours t'éveiller. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et là, peut-être tu vas te dire, mais mon corps ne m'appartient pas. Il m'est juste prêté pour un temps. Finalement, comme ma maison, comme mon auto, comme mes parents, comme mon conjoint, ma conjointe, ils ne m'appartiennent pas. Mes enfants, ils ne m'appartiennent pas. Par contre, le lien qu'on a et l'amour qu'on échange, ça, je l'ai pour un temps. Peut-être je pourrais me vivre avec ça, au lieu de penser que la personne m'appartient. À ce moment-là, tu te décentres. Ne cherche pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile. Si tu es relié avec ton être, tu sauras toujours qu'est-ce qui t'est utile ou pas. Parce que tu vas t'en servir pour de vrai. Ça sera connecté à qui tu es. Tu n'auras jamais rien d'inutile. Et tu peux très bien être de cette façon-là, dans cette simplicité, le respect de cette règle de vie, et avoir beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire que tu utilises, tu es un entrepreneur, tu fais beaucoup de choses, tu as beaucoup d'interactions, tu manipules beaucoup de choses. Tu peux très bien avoir beaucoup de choses extérieures. Mais elles correspondent à qui tu es et à ce que tu fais dans la vie. Donc tu seras dans une simplicité volontaire, mais pas de croyance. Parce que sinon on pourrait se dire, bon, simplicité volontaire, il faut qu'on ait tous qu'une paire de chaussures, faut qu'on fasse du covoiturage. Vous voyez, ça pourrait devenir un dogme. Mais ce n'est pas ça dont on parle. Tu dois d'abord pratiquer la simplicité volontaire à l'intérieur de toi, et la vraie simplicité volontaire va apparaître à l'extérieur dans le respect de qui tu es et de ce que tu fais dans la vie. Il n'y a pas de standard. Par exemple, tu as des yeux. Tu as des yeux physiques. Dans tes yeux physiques, il y a quelque chose de plus subtil, c'est la vision. Quand j'étais enfant, je voyais la carte du monde et j'étais sûr qu'il y avait des pays. J'étais sûr qu'il y avait des pays pauvres et des pays riches. J'étais sûr qu'il y avait un bloc communiste. On m'avait mis un œil dans mon œil, une vision dans mon œil. On me l'avait implanté. Comme je vous ai montré au début le grand cercle rouge, j'étais habité par ma culture, mon époque, mon niveau social, mon éducation. On met un œil dans ton œil. Tu allumes la télévision. J'ai pris ce magnifique exemple de BFM TV, qui est une grosse chaîne en France d'informations manipulées par
les multinationales et tout ça. Et quand tu veux savoir ce qui se passe dans le monde, tu allumes cette chaîne-là et puis tu les écoutes parler. Ils te donnent une vision du monde. Et après, tu vas avoir quelque chose qui ne t'appartient pas. Ne cherche pas à acquérir ce qui ne t'est pas utile, ce dont tu n'as pas besoin, ce qui ne t'appartient pas. Leur vision du monde, leur vision pourrie, leur vision malade, leur vision destructrice, qui plonge le monde dans le chaos, ne t'appartient pas. Elle ne t'est pas utile, tu n'en as pas besoin. Pourquoi est-ce que tu veux prendre leur façon de voir les choses, de voir la vie, de voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Tu vas le mettre dans ton œil. Ça, c'est pas la simplicité volontaire. Tu consommes pour exister parce que toi, dans le fond, tu ne sais pas regarder la vie, tu ne sais pas la voir, donc tu penses qu'il faut que tu écoutes ce qu'ils disent pour voir parce que toi, tu n'as pas d'œil. Donc tu prends quelque chose qui n'est pas à toi. Donc vous voyez la simplicité volontaire? Simplicité volontaire, on n'en veut pas de vos informations pourries. On n'en veut pas. Moi, je veux voir ce que je dois voir. Je veux savoir ce que je dois savoir pour être. Je ne veux pas savoir. Moi, quand j'étais jeune, on m'a bourré la tête de toutes sortes de savoirs scientifiques. On m'a appris, je ne sais pas moi, comment les plantes, la photosynthèse. Comment les plantes utilisent la lumière du soleil pour produire de l'énergie et se nourrir. On m'a appris ça. Mais je m'en fous. Ça ne me concerne pas. Ça ne m'est pas utile. Je n'en ai pas besoin. Ça ne m'appartient pas. Bon. Pourquoi on m'a appris ça? Pourquoi le monde, ma société, pour me mettre dans leur matrice, pourquoi ils ont voulu m'apprendre ça? Moi, je pense, c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, qu'on a voulu que je regarde les plantes en me disant « Ah, ils font de la photosynthèse, c'est pour ça qu'ils sont verts, c'est la chlorophylle. » Comme ça, je n'ai pas pu avoir d'autres connaissances d'une plante. Je n'ai pas de contact avec la plante, je ne sais pas ce que c'est, et même, je ne me pose même pas la question. Parce que je me dis que les scientifiques le savent à ma place. Je porte leur savoir à l'intérieur de ma pensée, de mon savoir à moi. Je porte quelque chose qui n'est pas à moi. C'est comme quand chez toi, tu as plein d'objets qui sont complètement inutiles, que des entreprises veulent que tu aies pour juste que tu les payes, que tu leur donnes de l'argent. Ils te donnent leur bébelle dont tu n'as pas besoin, puis après ils s'en foutent de toi. Tant pis si ça détruit la planète. Combien, je vous ai dit, de bouteilles en plastique qui sont jetées aux États-Unis aujourd'hui? 576 millions. Tu veux boire? Ah, si tu veux boire, il faut que tu aies une bouteille en plastique. Sinon, tu ne peux pas boire. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a un très très bon exemple. Tolkien, c'était un être sensible et visionnaire. Et ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que toute sa vision qu'il a traduite après, qu'il a mise en forme sous la forme de récits fantastiques, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, lui vient d'une expérience. Il était à la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Donc la Première Guerre mondiale, c'est pas la première, mais c'était la première majeure, grosse comme ça. Il y a eu la guerre de sécession aussi, la guerre de Crimée. La Première Guerre mondiale, c'est la première guerre moderne. Guerre moderne, ça veut dire où le corps humain est devenu juste une espèce de masse qu'on utilise dans le combat, mais où l'individu n'a plus du tout d'intérêt, de sens. On atteint des millions de morts. Tolkien est dans les tranchées, il voit tous ses amis qui sont des étudiants brillants de Harvard et tout ça, qui sont des lumières, des jeunes hommes. Il les voit tous mourir et puis il voit bien que c'est pour rien. Et en fait, Tolkien, il fait une expérience intérieure profonde, c'est que la nature lui parle.
et il voit le monde du futur sous ses yeux dans la guerre. Et il se rend compte qu'il y a un monde artificiel qui est en train d'arriver, qui veut fabriquer des faux êtres humains, des êtres humains artificiels. Et dans son récit, il nous parle de Sauron, qui est l'être du mal, donc de l'artifice, du pouvoir, de la domination, qui a un œil. Et cet œil, il est lié avec l'anneau. Et ceux qui portent l'anneau, dans le Seigneur des Anneaux, tout d'un coup, veulent posséder l'anneau. Ils sont possédés et ils veulent posséder l'anneau. Et tout le monde le veut. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est l'œil de Sauron. Vous regarderez les films ou vous lirez les livres pour comprendre ce que je veux dire. Mais c'est que c'est vraiment lié avec le fait d'avoir quelque chose qui ne t'appartient pas. Et qui finalement te dépasse et qui est plus fort que toi. Parce que ce grand cercle rouge que je vous ai dessiné du monde dans lequel on vit, de la matrice de la société, est plus fort que nous, individus, plus intelligent. Donc vous voyez que quand on porte un regard, un œil qui n'est pas le nôtre, et qui est le regard d'un monde avide de pouvoir, de domination, de guerre dans son essence, on se met nous-mêmes à porter ce regard-là sur le monde. Donc moi, on m'avait formé pour voir la photosynthèse dans les plantes, pour que je sois un être d'avidité et que je n'ai pas de problème à posséder la terre et les plantes et que je crois que les plantes m'appartiennent. Et en le croyant, je donne raison à tout ce monde qui détruit la planète. Et je vote pour lui. Et je le nourris. Vous avez deux visions du monde ici. Laquelle est la plus réelle? Ça ne dépend que de nous. Si tous les êtres humains arrêtaient de voir le monde de cette façon avec des frontières et des noms de pays, on pourrait respirer, ça irait bien mieux. Mais vous voyez qu'on se fait parasiter, et c'est le contraire de la simplicité volontaire. On veut des choses et on a des choses qui ne nous sont pas utiles, qui ne nous appartiennent pas. Rendons-les à ceux qui nous l'ont donné. Rendons-les. On va s'en débarrasser. Donc en simplicité volontaire, tu veux alléger ta vie? Commence par l'intérieur. Arrête de porter la vision, les croyances, des sentiments, des désirs qui ne sont pas les tiens. On vit dans un monde d'emballage extraordinaire. Vous n'avez pas remarqué comment depuis plusieurs années, depuis 30 ans, les choses sont toujours plus emballées. Des fois, vous achetez 3 petits chocolats, puis il faut 4 kilos de plastique autour, juste pour manger 2 bouchées. C'est complètement ridicule, non? C'est hallucinant. C'est pour ça que je vous ai dit que, du point de vue essénien, il n'y a pas d'intelligence dans le monde de l'homme. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire que la science progresse dans la compréhension et la connaissance, c'est une illusion complète. Parce que tout ce que ça fait, c'est ça, des montagnes de déchets. Et on ne sait pas quoi en faire. Franchement, pour avoir créé un truc qui ne peut pas se décomposer, il faut être fort, non? Dans la nature, il y a plein de choses qu'on fait. On a réussi, on est fort, on est intelligent, on a réussi à faire un truc que la nature ne sait pas quoi faire avec. Vous savez, la nature, tous les processus qu'il y a dans la nature, c'est incroyable. La nature, elle recycle, elle transforme, elle crée. Il y a Quand vous regardez des documentaires sur la nature, c'est complètement dingue. Nous, on a réussi à faire un truc que toute l'intelligence de la nature ne sait pas quoi faire avec. On a cherché, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire que la nature pourrait être mise en échec? On a réussi. La simplicité commence à l'intérieur de toi. Je vous ai mis dans les secteurs qui correspondent. Au niveau du travail, c'est vraiment tout ce qui est de tes croyances et de tes idées. Mais c'est assez inconscient. Tu vois, tu as des idées qui sont partagées. Tu dois conscientiser ça et te débarrasser de ce qui ne sont pas vraiment tes croyances et tes idées à toi. Au niveau de la santé, c'est vraiment tout ce qui est le savoir, la science, les connaissances dans l'activité mentale. Fais le ménage là-dedans. Débarrasse-toi. Fais des belles boîtes. Va les déposer dans les centres de recyclage ou pour les pauvres ou pour ceux qui veulent. Tu mets ça sur le trottoir. Il y en a qui vont se disputer pour l'avoir. Mais fais le ménage là-dedans. C'est énorme. Au niveau de la communauté, je vous ai mis les relations et les êtres. Qu'est-ce qui t'appartient dans tes relations et qu'est-ce qui ne t'appartient pas?
Les êtres, est-ce qu'il y a des êtres qui t'appartiennent? Est-ce qu'ils ne t'appartiennent pas? Et puis au niveau de l'énergie créatrice, de l'argent, mais bien sûr, c'est tous les objets. Alors, on est entouré d'objets, et aussi les modes de vie, les façons de vivre. Le American Way of Life, qui a été promotionné en Europe et tout ça après la guerre, la façon de vivre à l'américaine. On a vu en début, la petite vidéo que je vous ai montrée, la finalité de l'exploitation des animaux, ces espèces de consommation énorme, puis finalement on devient tous énormes, puis finalement on doit aller se faire opérer parce que... Donc fais le ménage là-dedans. Mais vous voyez que l'aspect objet, tout ça, c'est juste une partie sur la roue médecine des Esséniens. Il faut que tu fasses d'abord le ménage à l'intérieur de toi à d'autres niveaux. Alors, là je vous annonce mes prochaines activités et bien sûr mon voyage de guérison en Grèce qui va être absolument génial. Donc j'ai mis des vieilles photos, mais j'ai plein de nouvelles photos. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné un autre point de vue sur la simplicité volontaire et que vous voyez comment la roue médecine des Esséniens, elle peut éclairer et ouvrir la compréhension sur plein de sujets, même des choses comme la simplicité volontaire, qu'on peut penser qu'on connaît. Mais là, tout d'un coup, on a des dimensions à l'intérieur qui sont plus importantes, je pense, ou autant aussi importantes. Alors merci de m'avoir suivi et puis à dans un mois pour de prochaines aventures.